Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Un petit format qui me permet de chroniquer la préparation de notre grand voyage prévu à l'été 2024. Vous saurez tout de la préparation d'un tel projet, les différentes étapes par lesquelles on passe, les doutes, les galères, les questions. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut à tous! Déjà le 5e épisode concernant nos préparatifs de tour du monde. Nous sommes à 7 mois du départ et ces dernières semaines, il y a quelques sujets qui ont avancé, un peu avancé, et d'autres qui ont un peu reculé aussi. Donc on fait le point. Alors je commence par un sujet qui a un peu avancé et un peu reculé à la fois, c'est le sujet de l'itinéraire et des billets d'avion. Je vous avais déjà parlé de notre envie de réserver des billets tour du monde pour fixer au moins les changements de continent, donc ça permet un peu de fixer des grandes étapes et fixer le budget pour ces vols qui peuvent être plus coûteux. On a fait faire plusieurs devis et le devis le plus compétitif qu'on avait reçu provenait de chez Avemundum, donc environ 14 000 € pour nous 4. Franchement, ça correspondait vraiment bien. Donc il n'y avait pas que les changements de continent, il y avait un petit peu d'autres vols et j'étais prête à réserver. Bon, mon mari a temporisé un peu en disant qu'on verrait ça après les vacances de février, parce qu'on part en février et à ce moment-là, on n'avait rien du tout organisé, donc un peu first things first. Moi, je me suis dit, ok, d'ici le mois de mars, ça devrait pas changer énormément, on patiente. Sauf que depuis, j'ai fait le test sur Google Flights de voir ce que ça donnerait si on réservait tous les vols séparément. Donc j'ai repris exactement ce qu'il y avait dans le devis. Et bon, comme tous les vols ne sont pas sortis, j'avais mis des dates fictives, mais du coup, avec Google Flights, c'est assez facile de regarder les différents prix selon différentes périodes. On peut jouer avec leur calendrier. Et donc, j'ai regardé des dates à court terme, comme si on les réservait pour dans pas longtemps, quoi, ce qui pourra se produire. Et puis des dates à plus long terme qui correspondraient un petit peu mieux en termes de haute saison par rapport aux périodes où on serait. Et en fait, la grosse surprise, on serait plutôt à 10 000 € pour les billets pour nous 4, au lieu de 14 000. Donc forcément, d'un coup d'un seul, je me suis dit « Waouh, trop bien !» Ça me convenait beaucoup mieux. Et puis en même temps, en fait, on se retrouve face à de nouvelles perspectives auxquelles on ne s'attendait pas. Si on réserve les vols au fur et à mesure par nous-mêmes, plus besoin du tout d'anticiper notre itinéraire au cordeau comme on s'apprêtait à le faire. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur le devis qu'on avait, donc avec Avemundum en tout cas, les billets sont vraiment réservés 4 à 5 mois à l'avance. Donc avant ça, on peut encore changer des choses sans frais. On peut changer des villes de départ ou d'arrivée, on peut changer des dates. Une fois que les vols sont vraiment réservés, en fait, on peut plus changer ni les villes de départ et d'arrivée, ni les dates. Ou alors avec des frais supplémentaires. Bon, c'est une contrainte à prendre en compte et jusqu'à présent, ça m'allait très bien, cette contrainte. Moi, j'aime bien pouvoir me projeter et avoir un peu un calendrier avec les différents vols. En fait, ça m'allait très bien. Mon mari aussi, d'ailleurs, on est un peu sur la même longueur d'onde pour ça. Mais bon, là, on va pas se mentir, 4 000 € de moins, c'est énorme. Donc, plus aucun intérêt de s'infliger ces contraintes. Et puis, on s'est dit, tant pis, parce que l'intérêt aussi de faire ça, de passer par des billets tour du monde, c'est on fixe le prix, on fixe des grandes étapes, et puis après on se libère un peu de la charge mentale, parce qu'on n'a pas besoin de gérer ça pendant le voyage. Bon, là on s'est dit tant pis, on gérera ça pendant le voyage, il y aura du temps à passer pour trouver les vols qui nous conviennent à chaque fois, et c'est pas grave. Mais qui dit moins de contraintes, dit aussi un plus grand champ de possibilités face à nous. Et donc là, j'ai remis sur le tapis la question de l'Afrique au début du voyage, parce qu'en fait, si on avait abandonné cette idée, c'était parce que ça faisait beaucoup trop cher par rapport pour s'intégrer dans le billet tour du monde. Bon, là, s'il n'y a plus de billet tour du monde, en fait, pourquoi pas repartir par l'Afrique. Donc en fait, on sait toujours pas. La question n'est toujours pas tranchée. Je pense que la suite du voyage à partir de l'Asie, puisqu'on partirait quand même en Asie assez tôt dans le voyage, et on tournerait dans ce sens-là, par Océanie et Amérique du Sud ensuite, ça va pas changer. C'est fixé. Voilà. Je vais pas expliquer pourquoi, parce que sinon je vais m'embrouiller, et puis après je vais trouver de bonnes idées pour peut-être remettre tout sur le tapis. Donc non, on part dans ce sens-là. Par contre, force est de constater qu'on ne sait toujours pas quelle sera notre première étape. Il y a un autre sujet qui a avancé un peu, pas reculé, seulement avancé, mais pas forcément dans le sens qu'on aurait souhaité. Il se trouve que j'ai déjà commencé à dépenser les potentiels 4 000 € économisés sur les vols. J'ai acheté nos premiers vaccins.
Super, c'est une bonne nouvelle, quelque chose de concret. Oui, mais, il y a un mais. On s'est rendu compte qu'en fait, on s'était un peu fait avoir. Parce qu'en fait, pour la typhoïde et l'hépatite A, on peut faire ça chez notre médecin généraliste, je vous en avais parlé dans la précédente capsule. Alors, toute contente avec les prescriptions que notre généraliste nous avait faites, je suis allée acheter nos vaccins à la pharmacie, là, chez nous, 310 € pour nous 4. Bon, j'ai pas tiqué, on le sait que ça coûte un bras, de toute façon, les vaccins qu'on fait comme ça pour les voyages. Donc, ok, 310 € pour nous 4, ben voilà, c'est le début, quoi. C'est cadeau. Mais en fait, en comparant avec les prix du centre de vaccination international du CHU de Nantes, il se trouve qu'on aurait pu payer seulement 196 € pour hépatite A et typhoïde. Et allez, ça fait donc 115 € jetés par la fenêtre. Ça commence mal. En fait, ce qui se passe, c'est que le prix de ces vaccins non obligatoires, bon, accessoirement, ces vaccins sont pas remboursés par la Sécu et très rarement par les mutuelles, en tout cas, nous, notre mutuelle ne rembourse pas, eh bien, le prix de ces vaccins, il est libre. Donc en fait, on aurait pu s'en douter que c'était pas forcément le meilleur tarif à la pharmacie de notre commune. On aurait dû peut-être faire une petite comparaison, soit avec d'autres pharmacies dans le secteur, un petit coup de fil juste pour demander les prix. Ça prend pas longtemps, c'est facile à faire. On aurait aussi pu éplucher le site du centre de vaccination là du CHU, où on va aller pour la fièvre jaune. On aurait vu directement les prix. Bref. D'ailleurs, sur les centres de vaccination, si vous avez plusieurs hôpitaux dans votre secteur, je pense notamment à Paris, il y en a plusieurs qui doivent proposer les vaccins, n'hésitez pas à comparer. En fait, je pense que les prix sont sur les sites internet des hôpitaux. Nous, en tout cas, c'est le cas pour le CHU de Nantes. Sinon, vous appelez et vous demandez les prix, et vous faites un petit tableau comparatif avant d'y aller. C'est toujours potentiellement, j'allais dire quelques euros de gagner, mais en fait, ça peut peut-être se chiffrer en centaines d'euros, quoi, parce qu'avec une famille de 4, ça va vite. Et je dois dire quand même que, pour le coup, je suis assez contente que nos 2 enfants soient déjà vaccinés de l'hépatite A. Ça fait déjà ça de moins à faire pour eux. Ça fait quelques dizaines d'euros en moins à dépenser. Donc voilà, petit conseil, n'hésitez pas à vous renseigner avant de foncer tête baissée comme moi. Autre sujet financier un peu difficile des dernières semaines, la location de vannes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comme on y sera à la haute saison, donc probablement janvier, février de l'année prochaine, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. On ne sera pas les seuls à vouloir réserver un van. Donc du coup, je me suis dit, ce qui serait cool, c'est d'avoir déjà une idée du prix. Et donc j'ai contacté Elodie. Alors Elodie, vous la connaissez si vous avez écouté nos épisodes de podcast enregistrés avec elle. C'est Elodie du compte Frosty Van Life. Il se trouve qu'Elodie est depuis quelques mois agent de voyage. Et elle couvre donc l'Australie, forcément, elle connaît très bien, et la Nouvelle-Zélande. Donc je lui ai demandé des devis pour les périodes et les itinéraires qu'on envisageait. Et là, patatras, ça a été un peu la douche froide. Surtout pour la Nouvelle-Zélande. Pour un van self-contained, donc ça veut dire avec douche et toilette, autonomie complète, 4 personnes, 30 jours en Nouvelle-Zélande, on est à 8 000 € de location, assurance incluse. Là j'ai fait gloops. Mon mari a fait gloops. Mes parents qui envisageaient de faire la Nouvelle-Zélande avec nous, ils ont fait gloops. Voilà, donc j'ai demandé à Elodie si on pouvait pas faire un petit peu mieux. Donc en enlevant la douche et les toilettes, quand même, on tombe à 5 500 €. Alors c'est déjà vachement mieux, mais franchement, sur le budget global du tour du monde, ça reste quand même beaucoup. Surtout s'il faut ajouter des campings pour avoir accès à des sanitaires. Franchement, on s'est arrêté là. J'ai pas regardé plus loin. Si on trouvait facilement des aires de stationnement gratuites où il y aurait des services comme toilettes et douches gratos, j'en sais rien. On en est resté là. On a fait gloops. On se dit que peut-être on va oublier l'idée du van en Nouvelle-Zélande. Bref, le sujet pour le moment n'est pas tranché et il est reporté. On sait pas du tout. Puisque en plus là, si vous avez suivi nos petites aventures de travaux, donc on est en plein dans les travaux de la cuisine, ça se précise. Mais alors du coup, il y en avait déjà plein de choses à penser, à faire. Donc j'ai pas eu le temps de me pencher plus que ça sur l'itinéraire éventuellement qu'on fera en Nouvelle-Zélande, voir les aires de repos, etc., etc. Bref, on s'est dit tant pis, on laisse tomber pour le moment. On n'a pas le temps de gérer ça, et puis c'est dans plus d'1 an. Donc en vrai, on partirait juste en voyage en Nouvelle-Zélande, on s'en préoccuperait pas déjà.
Ça serait peut-être une erreur, mais franchement, c'est vrai, on s'en préoccuperait pas déjà. Et donc encore moins dans le cadre d'un tour du monde où on a envie de se laisser un petit peu plus de souplesse finalement. Donc voilà, sujet reporté, mais on a fait gloops. Ce qui m'occupe un peu l'esprit ces derniers temps, vu que j'ai moins le temps de préparer vraiment le voyage, genre sur un ordi en faisant des recherches et tout ça, j'ai le temps de cogiter. Ce qui m'occupe un peu plus l'esprit, c'est le rythme de notre voyage, pardon. Donc en fait, c'est vrai, tous les voyageurs au long cours le disent, hein, je suis bien placée pour le savoir, pour avoir recueilli pas mal de témoignages. Un voyage au long cours, ce n'est pas des vacances. On ne peut pas imaginer un itinéraire comme on prévoirait 15 jours ou 3 semaines de vacances. Le rythme est beaucoup plus lent, ce qui permet à la fois de mieux découvrir la région ou le pays, et en plus de tenir la distance sur plusieurs mois, parce qu'en fait, c'est vrai que le rythme est fatigant. Il faut faire l'école, dans mon cas je vais travailler, il faut préparer la suite du voyage, faut gérer la vie quotidienne en fait, les lessives, qu'est-ce qu'on mange, etc. Donc voilà, on n'est pas dans une dynamique de 15 jours de vacances où on court dans tous les sens quoi, pour optimiser vraiment notre déplacement. C'est vrai que nous quand on part 2 semaines en vacances, on revient déjà pas mal fatigué. Donc je sais pas dans quel état on sera après quelques mois de vadrouille, mais c'est très clair qu'on ne tiendra pas la distance. Donc ça me préoccupe, enfin ça me préoccupe. Oui et non. Enfin en tout cas, je m'interroge un peu sur ce sujet, le rythme du voyage. Et j'ai du mal à me projeter en fait parce qu'on va avoir une situation que peu de familles, en tout cas que peu de familles que je connais ont déjà vécu. C'est que moi je vais continuer à travailler. Et puis forcément il y aura l'école des garçons à gérer. Donc voilà, donc je sais pas. Et donc j'arrive pas à me projeter dans ce quotidien qui sera le nôtre dans quelques mois. Et je me dis, en fait, probablement, ça sert à rien de me faire des nœuds au cerveau maintenant, parce que je découvrirai ça une fois sur place. En vrai, c'est hyper difficile de se projeter, et puis c'est difficile de se dire, enfin, c'est un peu bête, mais que l'expérience des autres, on peut l'appliquer directement en vrai. C'est vrai que tout le monde dit qu'il faut ralentir, mais en fait, à quel point est-ce qu'il faut ralentir ? C'est hyper difficile de savoir ce qui va nous convenir à nous. Toutes les familles sont différentes. Tous les voyageurs que j'ai interviewés ont des histoires, des parcours différents, une inspiration différente. Ils vivent différemment. Il y en a qui vont aller moins vite dans certains pays, plus vite dans d'autres. C'est hyper personnel, quoi, selon les feelings qu'on a à certains endroits. Donc en vrai, je sais pas comment nous on va réagir, comment notre petit cocon familial va réagir. Que ce soit moi, mon mari, mes enfants, même si on a l'habitude de voyager, c'est hyper difficile de se projeter. Et voilà, il y a une des questions aussi que je me demande beaucoup, ça concerne le partage de notre voyage en temps réel, ou presque réel, hein, parce que alors moi déjà pendant les vacances, j'arrive pas à trouver le temps de partager notre journée, etc. Je suis toujours en décalage de fou. Quelle place donner à Instagram ? Ça, c'est un sujet aussi qui me préoccupe. Est-ce que je vais écrire notre journal de bord avec autant de plaisir que d'habitude ? Parce que je fais très souvent ça pendant nos voyages. J'écris tous les jours, j'adore ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, même si j'aime écrire, pendant un an, c'est beaucoup, quoi. Et pour Instagram, je suis pas mal de familles en voyage, j'adore. Mais quand je vois les récits de fous que les gens font, ça prend un temps de dingue, en fait, je le sais que ça prend beaucoup de temps. J'ai un peu peur de me faire happer par toutes ces activités un peu externes. Et puis, alors, moi, j'ajoute aussi un questionnement complémentaire. Quid du partage sur Parents Voyageurs ? Est-ce que je fais une distinction avec ce que je partage à nos familles et nos amis ? Est-ce que les articles que je vais écrire pour le blog de Parents Voyageurs, avec quand même, on va découvrir des nouvelles destinations, donc forcément, je vais écrire des articles. Ça n'a rien à voir avec quand j'écris notre journal de bord, en fait, je raconte pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est pas mal de questions, et je sais qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi, qui se posent aussi ce genre de questions, notamment du partage, parce que depuis 10-15 jours, là, il y a un nouveau groupe Facebook qui s'est créé, pour que les familles qui partent sur la saison 2024-2025 se retrouvent et puissent échanger. Et j'adore ce groupe. Franchement, au moment où j'enregistre, là, il y a 180 familles, je crois. En tout cas, 180 membres à ce groupe. Si vous êtes concernés, retrouvez-nous. Le groupe s'appelle TDM Famille 2024-2025. Et donc, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a déjà eu plusieurs fois la question. C'est revenu un peu dans les commentaires des gens. Et moi, j'avais demandé aussi un peu quels étaient les sujets épineux du moment chez ces familles qui préparent leur départ. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont évoqué cette question du partage.
Est-ce qu'on fait un blog? Est-ce qu'on fait un compte Instagram, Facebook, Polar Step, etc. Donc voilà, c'est un vrai sujet, même si, bon, on est probablement peu nombreux à se poser cette question d'un point de vue professionnel, ce qui fait que j'ai aussi du mal un peu à me projeter, quoi. C'est parce que je me raccroche à aucun témoignage, mais donc voilà. En tout cas, je sais que créer du contenu sur une aventure comme celle-ci prend beaucoup de place dans le voyage et dans la tête. Et ah oui, je voulais vous donner un petit exemple. Par exemple, quand on prend des photos et qu'on veut partager notre voyage. Bon, déjà moi, partage ou pas, en fait, j'adore prendre des photos. Mais maintenant, dès que je vais quelque part, en fait, je réfléchis à quelle photo je prends. Donc, il faut des photos à la verticale pour Insta, des photos avec les enfants de dos pour pas les exposer sur les réseaux, des photos à l'horizontale pour le blog, des petits films courts à la verticale pour les reels sur Insta. Et puis, dans tout ça, on se dit, ah bah merde, des photos peut-être de nous, enfin, avec nos têtes, avec nos plus beaux sourires, pour nos albums de famille, pour partager à nos parents, nos amis. Donc, en fait, à chaque sortie, on fait plus uniquement les choses par plaisir, mais aussi pour rentrer dans le cadre que tous ces supports de partage nous imposent. Et c'est là que je me dis, attention, en fait, le danger guette. Attention à ne pas perdre de vue pourquoi on veut vivre cette aventure en famille. Et en fait, c'est très égoïste, mais c'est pour nous qu'on veut vivre cette aventure en famille. Donc évidemment, on voudra la partager. Évidemment, moi, je voudrais que Parents Voyageurs puissent bénéficier de cette aventure. Continuer la mission de Parents Voyageurs, en vrai, vous aider à découvrir des destinations, comment on les visite avec des enfants, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Donc, c'est sûr que j'ai envie que Parents Voyageurs puissent en bénéficier, que vous tous, nos lecteurs, nos auditeurs, vous puissiez en bénéficier. Et en même temps, je voudrais profiter de notre voyage, être pleinement présente pour ma famille, être à fond dans l'aventure, quoi. Donc voilà, un peu, là je vous ai mis tout en vrac, c'était pas trop dans l'ordre toute cette réflexion, mais c'est un peu tout ce qui se passe, ça reflète bien tout ce qui se passe dans ma tête, c'est un difficile équilibre à trouver, et pour le moment je sais pas comment je vais réussir à faire ça, comment on va réussir à faire ça. Je crois bien que je le saurai qu'une fois partie, en fait, qu'une fois sur place. Et puis en même temps, en plus de ça, je me dis, il faudra que je m'autorise à changer mon fusil d'épaule en cours de route, en fait, s'il y a besoin. On verra bien. Mais bon, en tout cas, vous voyez, j'ai plein de dérogations encore en suspens, mais je voulais finir quand même avec un sujet qu'on a résolu. Ça je ne suis pas peu fière, il y a quand même des cases qu'on coche. Je voulais vous parler de la filtration de l'eau. Donc c'est un petit sujet quand même. Alors jusqu'à présent, ça n'avait jamais été un sujet dans nos vacances. On part toujours en vacances avec nos gourdes. Et même en Inde, en vrai, on avait réussi à jongler avec l'eau filtrée mise à disposition dans les hôtels ou les sites touristiques. Donc on n'avait pas acheté d'eau, quoi. Mais là, on s'est dit que sur un an, on allait sans doute plus souvent rencontrer des situations où ça serait difficile d'accéder à de l'eau filtrée, donc on s'est dit il faut qu'on s'équipe, ça sera plus facile. Donc là, la question majeure, en gros, c'est gourde filtrante ou appareil de filtration. Nous, on a opté pour un appareil de filtration. On a pris un Steri-Pen sur les bons conseils de Laetitia, les 3 aventurières, que j'avais aussi interviewé dans le podcast fin d'année dernière. En fait, ça nous a semblé plus adapté pour nous parce que le Steri-Pen, c'est peu encombrant. C'est petit, c'est léger, c'est hyper facile d'utilisation et c'est moins cher que 4 gourdes filtrantes parce que forcément, c'est mieux quand même quand on part en voyage, en rando, d'avoir une gourde chacun, quoi. 4 gourdes filtrantes, ça représente un petit budget. Et puis en plus, l'inconvénient des gourdes filtrantes, c'est que c'est pas toujours facile de boire avec. Il faut tirer un peu fort en fait quand on aspire. Donc on s'est dit que ce serait peut-être galère avec les enfants. En vrai, on sait pas, mais c'est la réflexion qu'on a eue. Et donc voilà, donc on a acheté le Steri-Pen. En plus, moi, je me suis dit, franchement, ça nous est déjà arrivé une fois ou deux de perdre une gourde, de l'oublier, quoi, là où on était. On fait la pause pique-nique et puis pouf, on repart sans la gourde. Donc en fait, quand on oublie la gourde filtrante, ça fait un peu mal, quoi, parce que tout de suite, c'est pas 10 balles la gourde. Et puis c'est pas facile à retrouver, etc. Enfin bref, donc voilà, le Steri-Pen, c'est plus facile. Ça nous a semblé mieux pour notre usage. Il est arrivé à la maison la semaine dernière et j'ai hâte de le tester pendant nos prochaines vacances. Je vous laisse un peu le suspense pour les vacances, donc on part en février. Mais c'est un voyage dont on rêve depuis qu'on est enfant, mon mari et moi. Et c'est une demande express des enfants pour le tour du monde. Et on n'arrivait pas à le caser dans l'itinéraire. Ce sera un dernier test parfait pour le mode itinérant, sac à dos, ultra léger. On va partir qu'avec des bagages cabine.
On va essayer de s'alléger au max. Voilà, on va se faire prêter un sac à dos enfant. Et donc ça va nous aider un peu à déterminer aussi celui qu'on voudra pour l'année de voyage, parce que c'est pas facile non plus de se rendre compte. Notre aîné là, il a 11 ans, voir un petit peu ce qu'il est capable de porter aussi. Donc voilà, ça va servir un petit peu de test. Et donc voilà, où est-ce qu'on en est à peu près à 7 mois du départ. Donc vous voyez, des petites choses qui avancent, des sujets sur lesquels on stagne, très clairement. Des fois j'ai l'impression que c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Bon au final ça fait quand même un pas en avant. Donc, il faut voir le côté positif. En tout cas, on est rentré dans une dynamique super chouette d'échange avec d'autres familles qui partiront dans les mois à venir. Et franchement, rien que ça, c'est déjà génial. Ça crée une petite communauté. J'espère vraiment qu'on va pouvoir croiser d'autres familles pendant le voyage, certains avec qui on échange déjà, ça serait hyper cool. Donc voilà, on n'est pas encore parti, mais tous ces échanges-là sur nos préparatifs, les questions qu'on se pose, sont déjà tellement enrichissants. Donc franchement, merci à tous si vous m'écoutez là, c'est trop chouette. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos préparatifs. Et puis bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview de famille voyageuse. On se retrouve sur Insta et puis sur Facebook dans le groupe TDM Famille 2024-2025 si vous aussi vous partez là sur cette saison-là. Au plaisir d'échanger avec vous directement sur le blog de Parents Voyageurs, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si le podcast de Parents Voyageurs et ses capsules vous plaisent. Vous en parlez autour de vous, vous vous abonnez. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Retrouvez nos interviews de Parents Voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!